retour, on se retrouve pour nos grands débats du CIMI. Aujourd'hui, on va parler du logement, le logement chouchou des investisseurs institutionnels bien évidemment. Et pour échanger avec nous, à ma droite, Benoît Paru, président du directoire d'Inly. On va parler notamment logement intermédiaire, mais pas que. À ma gauche, Sébastien Laurin, directeur résidentiel Capital Market chez CBRE pour une petite vision du marché. Et puis Philippe Depoux, président de la Française. On va parler notamment des SCPI et des investisseurs sur cette classe d'actifs. Je voudrais d'abord qu'on se remette un petit peu dans le bain de cette crise économique, pandémique, sanitaire, je ne sais plus quoi dire. Je voudrais savoir si le logement, Sébastien, est-il le grand vainqueur aujourd'hui de cette crise et quel bilan vous pouvez déjà tirer un petit peu du cru 2020 pour les ventes en bloc et l'investissement des institutionnels dans le résidentiel. D'accord, bonjour. Oui, effectivement, là, vous diriez directement. Directement. Je ne sais pas si le résidentiel sera le grand vainqueur de la crise. Je ne sais pas s'il y a un vainqueur d'ailleurs. Il reste que, en tout cas, les tendances qu'on voyait depuis maintenant, se dessiner depuis plusieurs années, ont été accélérées de manière extrêmement forte par la crise, avec un retour massif, et même plutôt une arrivée massive de l'argent long terme sur le logement, que ce soit de l'argent français qui était déjà présent via les institutionnels classiques du marché français, et aussi et surtout de l'argent étranger, de l'argent de retraite, souvent, qui cherche à se placer sur un marché qui a prouvé sa résilience et sa sous-offre structurelle assez criante. Donc une année en demi-teinte, marquée par beaucoup de stop and go, parce que beaucoup de volonté d'investissement, mais une sous-offre qui peut et qui pourrait poser problème à terme. Bon an, mal an, il se place combien de millions ou de milliards d'euros sur le résidentiel ? Sur les dernières années, on était sur un volume d'investissement qui oscillait entre 3 et 4 milliards d'euros, qui est assez comparable à ce qu'on peut voir en retail ou en logistique jusqu'à présent. Ce qu'il faut savoir que sur ce montant d'investissement, c'est un montant qui correspond quasiment exclusivement pour l'instant à de l'immobilier existant, qui était constitué en gros de la vente des institutionnels de leur parc de logement, qui aujourd'hui a complètement changé. La plupart des investisseurs aujourd'hui sont dans une politique d'acquisition et non d'arbitrage et ont de toute façon quasiment plus de parcs résidentiels à vendre. Donc on est vraiment dans un changement de paradigme total qui s'est fait en 6 mois de temps. 3-4 milliards sur un marché d'investissement qui, avant crise, était autour de 32 milliards sur 2019. D'accord, donc ça reste quand même 10% du marché en fait de l'investissement immobilier se placer sur le résidentiel existant. Une goutte d'eau, vous avez tout à fait raison. Si on compare à l'Angleterre, à l'Irlande, aux États-Unis, cette classe d'actifs représente 30 à 40% du marché de l'investissement dans ces pays-là, ou dans les pays nordiques. Donc on est vraiment aujourd'hui sur un marché qui est très peu mature et qui a vocation évidemment à croître si on se confère aux exemples étrangers. Philippe, est-ce que les investisseurs institutionnels reviennent ou sont revenus sur ce marché ? Alors effectivement, l'appétit est là. Moi qui suis un vieux de ce marché, j'ai connu effectivement la période où tous les institutionnels, et j'en faisais partie, vendaient les patrimoines logements parce que à l'époque, rendement faible et gestion pénible, donc une perspective de plus-value, mais rendement faible et gestion pénible, donc on vendait à tour de bras, à la découpe, bloc. Aujourd'hui, effectivement, la situation est différente. Alors, après, le marché du logement, il y a beaucoup de choses dans le logement. Il y a le logement traditionnel locatif, mais il y a aussi, on va y venir sûrement, les logements aidés, il y a les logements étudiants, les logements aidés donc pour les résidences seniors. Il y a d'autres formes de logements qui sont aujourd'hui, qui offrent en fait un panel assez large pour l'investissement. Et donc oui, les institutionnels reviennent sur ces marchés. Si je regarde par le prisme de la Française, nous avons de l'argent public qui vient par les SCPI, puis de l'argent institutionnel qui vient par les clients institutionnels. Et en fait, il y a de l'appétit beaucoup chez les institutionnels. Chez les particuliers, les SCPI, on va sûrement y revenir, mais les SCPI dites fiscales,
C'est plus trop ça. Hein, on reste sur des mauvais souvenirs. Ouais, je ne veux pas remonter au SCPI Magnerie, mais on remonte sur quelques malentendus quand même. C'est un peu ça. Puis surtout, je pense qu'avec le temps, l'avantage fiscal a été pas mal rogné. Les prix qui étaient proposés par les promoteurs venaient un peu compenser l'avantage fiscal. Donc cette source-là, elle est pour moi, elle est relativement tarie. Par contre, il y a d'autres sources. Donc voilà, nous on a lancé un fonds viager. Ça marche très bien. Le viager, alors c'est 10 000 transactions par an, mais ça marche très bien. C'est dans l'air du temps. Voilà, donc oui, retour des investisseurs institutionnels sur le logement, certainement. Benoît Paru, vous avez été ministre du Logement. Cette relation entre les institutionnels et le logement, il y a eu un sentiment, un désamour, et puis là on revient avec beaucoup de ventes à la découpe, qui ont généré pas mal de remous, en tout cas. Aujourd'hui, comment vous regardez un petit peu cette relation ? Je ne sais pas si c'est un désamour, c'est des effets de tendance, qui sont ce qu'ils sont. Au début des années 90, les zinzins, banques, assureurs français, ont dans leur bilan 800 000 logements. 1990. Fin 2017, 85 000 logements dans le bilan des banques et des assureurs. Ils sont partis complètement du marché, c'était évoqué à l'instant, depuis une trentaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'en 2000, vous avez une explosion des prix de l'immobilier, donc des plus-values gigantesques, et vous avez une augmentation des loyers qui est moins forte. Elle est forte, mais moins forte que l'augmentation des prix de l'immobilier. Donc une rentabilité qui s'effondre. Et donc tout le monde, effectivement, déserte le marché. Pas déserte parce que c'est un terme péjoratif, mais quitte le marché pour réinvestir ailleurs, dans des bons du Trésor, dans de la bourse, dans de l'immobilier, bureau ou commerce. Et effectivement, vous avez depuis 3-4 ans un frémissement des investisseurs institutionnels qui reviennent sur le marché. Et c'est des cycles comme ça, tous les 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des phénomènes de mode qui deviennent des tendances. Et aujourd'hui, dans une tendance qui va durer ce qu'elle durera, où les investisseurs institutionnels redécouvrent le charme du long terme, très sécurisé et qui ne rapporte pas grand-chose. Et c'est une classe d'actifs qui aujourd'hui réintéresse un certain nombre d'institutionnels, parce qu'effectivement c'est très résilient, c'était évoqué à l'instant, et puis c'est quelque chose effectivement qui rapporte pas grand-chose, qui fait un peu RSE, donc ça coche beaucoup de cases en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on vient chercher ? On vient chercher à protéger le capital ? On vient chercher la sécurité avant tout ? Je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs institutionnels cherchent effectivement à diversifier leur classe d'actifs. Le différentiel de rentabilité avec le bureau s'est estompé. Le différentiel de rentabilité avec les bons du Trésor, notamment, s'est très largement estompé avec la chute des taux d'intérêt. Et donc, les rentabilités de ce point de vue-là se sont écrasées et rapprochées. Donc, ça a redonné un peu de vigueur au résidentiel. Et puis, vous l'avez évoqué très justement, c'est d'abord une recherche aujourd'hui de sécurité. Et donc, dans les portefeuilles, dans les allocations d'actifs, comme disent les investisseurs, il y a besoin d'avoir un bout très sécurisé. Et pour ceux qui sont sur du long terme, notamment les fonds de retraite, avoir du long terme sécure, effectivement, c'est quelque chose de très positif. Et on a une accélération naturelle liée à une forme d'effet Covid, puisque vous avez là un crash test financier absolument extraordinaire pour tout le marché. Nous avons, pour ce qui nous concerne, chez INLI, nous sommes en train de finaliser une opération de création d'une foncière qui représentera à peu près la moitié du volume de transactions que vous avez évoqué. Donc une transaction plutôt conséquente. On a négocié avec nos partenaires investisseurs institutionnels pendant la période du premier confinement, avec quelque chose qui pour nous était fabuleux. C'est-à-dire que la crise confirmait notre thèse d'investissement. Donc il y aura la thèse d'investissement était, ça rapporte pas beaucoup, mais c'est très sécure. Merci messieurs, nous avons en ce moment une crise avec beaucoup de difficultés sur le bureau, beaucoup de difficultés sur le commerce. Nous, on faisait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on fera 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin d'année. D'accord, oui. Alors, point. Prévisibilité et pérennité des cash flows. Stabilité qui a été démontrée pendant cette période-là.
La sécurité, ça se vend bien au guichet quand on achète une SCPI. Est-ce qu'aujourd'hui on demande ça ou on veut rêver, on cherche du rendement, on se dit que le 0,25 ou 75, je ne sais plus combien du livret A, ça suffit plus, que l'assurance vie rapporte grosso modo à peu près zéro. C'est sûr que l'immobilier... 3%, c'est un rêve. Dans une société de gestion d'actifs comme la française, où on a à la fois des actifs immobiliers et des actifs financiers, très clairement, l'immobilier a le vent en poupe, pour les raisons que Benoît a évoquées à l'instant, du rendement, la visibilité sur le flux locatif, en fait, le flux de rendement est essentiel aujourd'hui pour tout investisseur, qu'il soit privé ou institutionnel. Après, voilà, pour revenir à ce que je disais, les particuliers, le logement, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est probablement lancer des SCPI non fiscales, simplement pour répondre à ce que disait Benoît. Ça se nuance un tout petit peu. Les particuliers ont un autre produit qui s'appelle le Pinel, sur lequel ils investissent très massivement. Donc ils véhiculent beaucoup moins leur investissement parce qu'ils investissent direct via le Pinel. Mais les particuliers investissent massivement dans le logement. Mais les plus gros investisseurs aujourd'hui. Certes, mais le particulier, pour pouvoir avoir accès au Pinel, c'est l'achat d'un appartement, ce qui fait une Donc on diversifie pas les risques. Donc il n'y a pas de diversification des risques. C'est-à-dire, je prends mon appartement Pinel, si on ne me paye pas mon loyer, je suis à 100% risqué là-dessus. C'est pour ça que les SCPI ont l'avantage de pouvoir diluer le risque, mais voilà, le besoin du produit, il est là. La sécurisation des flux, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est exactement ce que Benoît disait. C'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps en immobilier, que ce soit du logement ou pas du logement, les acteurs value-add étaient assez légion. En ce moment, ils sont plutôt low profile. Et ce que tout le monde recherche, c'est le flight to quality et le flight to security. Après, on va avoir un problème de produit parce que les portefeuilles institutionnels existants de logements n'étant plus à la vente ou à la très grande marge, je ne sais pas comment le portefeuille va se constituer, mais on va être du coup sur des logements neufs. Et là, il y a les permis qui vont au rythme auquel ils vont, les autorisations, donc c'est un autre sujet, l'offre. Justement, Sébastien, on trouve où la denrée et le logement? La denrée est rare, donc elle est chère. Rare, je la cherche encore. Ce que M. Apparu disait tout à l'heure, c'est un chiffre que je trouve résume très bien le marché. 25% du parc immobilier français était détenu par les institutionnels dans les années 90. C'est plus que 2% du parc aujourd'hui. Voilà. En revanche, on est toujours à 25% du parc détenu en locatif. En fait, il y a juste un effet de vase communicant des institutionnels vers le privé qui ont acheté pendant 30 ans de la défiscalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un parc locatif qui est essentiellement détenu en copropriété sur des petites et moyennes surfaces, très diffus sur le territoire, donc pas forcément dans les zones tendues, là où il faut, avec les services qu'il faut, avec une gestion de bons pères de famille institutionnels. Donc on a un vrai boulevard pour cette demande-là, et en face, une offre qui n'existe plus sur le parc existant. Donc là, elle n'est pas là, l'offre. Elle devrait être sur le neuf, mais le neuf, déjà, il est partagé entre la vente en accession et la vente en Pinel. Et puis aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on ne produit pas assez de logements en France avec les élections municipales, que les élections de juin dernier ont montré qu'il y avait une désaffection des électeurs pour l'urbanisation. On voit qu'il y a une vraie baisse du nombre de logements à construire. Et à un moment donné où l'argent est là. L'argent est là pour investir sur le long terme, pour accompagner cette métropolisation de la société, cette nouvelle aspiration pour des logements plus qualitatifs et locatifs. Alors qu'est-ce qu'on fait pour la constituer, l'offre? Parce qu'il faut la constituer, puisqu'on ne la trouve plus. Benoît Apparu. Si vous avez la réponse, vous ferez un très bon ministre du logement. C'est pour ça que je pose des questions. C'est pas si je vous le souhaite. Aujourd'hui, l'offre, c'est principalement la main des collectivités locales. Pas le promoteur qui est le principal décideur de fabriquer un logement, c'est la collectivité locale. Et donc l'offre dépend avant tout des collectivités locales. Et nous avons aujourd'hui, c'était évoqué à l'instant, une formidable contradiction entre le besoin qui existe de logement et puis l'appétit des collectivités locales et de nos concitoyens à développer une offre nouvelle. Les collectivités locales, maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne chose, en tout cas je considère que non, mais peu importe, écoutent, comme on dit, c'est la mode, co-construction, concertation, je sais pas quoi. Et donc on écoute nos concitoyens. Pas simplement au moment des élections, mais tout au long du mandat. Et il se trouve que nos concitoyens ne veulent pas de production de logement. Donc les collectivités locales disent, on arrête, on dédensifie, on construit moins haut. Quand je dis moins haut, on passe de 6 étages à 4 étages, ça veut dire qu'on perd 2 étages de logement pour 50 ans.
C'est pas quelque chose qu'on peut réparer l'année suivante. Quand vous fabriquez un immeuble, vous le fabriquez pour 50 ans, donc vous perdez vos 2 étages pendant 50 ans, et vous avez donc une tendance très lourde, potentiellement durable, des collectivités locales qui vont moins construire, moins densifier, et donc vous avez potentiellement un choc d'offres à l'inverse, c'est-à-dire une chute de l'offre, notamment en territoire tendu, là où les besoins s'expriment, qui va être durable pendant les 4-5 ans qui viennent. Ce qui veut dire qu'on va avoir un effet assez intéressant, beaucoup plus de demandes, puisque les investisseurs institutionnels reviennent, très peu d'offres, la conséquence prix sera ce qu'elle est. Mais que vont faire les investisseurs institutionnels? Ils vont pas attendre 3-4 ans avant que l'offre se reconstitue, les capitaux vont se déplacer, soit sur d'autres secteurs d'actifs, soit sur d'autres territoires. Du coup, si on peut pas acheter de logement en France, on achète à l'international, qu'est-ce qui se passe? Oui, par exemple. Oui. Enfin, pour prendre l'exemple de la française, on a certains de nos clients, on a notamment des clients institutionnels, qui nous ont demandé de regarder la Belgique, ils nous ont demandé de regarder la Hollande, et nous ont demandé de regarder l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, vous l'avez, je crois, évoqué tout à l'heure, c'est un marché de gros locataires. En fait, les gens ne sont pas trop propriétaires en Allemagne, ils sont plutôt locataires. Donc, il y a une vraie demande et une vraie offre en face. Donc, oui, on regarde ailleurs, mais on va pas forcément attendre. Alors, je suis parfaitement d'accord sur le fait que ce soit les territoires qui décident finalement de l'ouverture plus ou moins importante des vannes. Cela dit, les promoteurs eux-mêmes gèrent des stocks. Les permis ont été plus ou moins ralentis, mais aujourd'hui, les promoteurs, s'ils veulent aussi avoir le développement qu'ils souhaitent avoir, écoutent assez volontiers qu'une partie de leur vente se fasse de façon en bloc auprès des institutionnels. Donc nous, récemment, Ils précommercialisent, c'est ça? Avant de lancer, ils veulent pas de stock physique, ils précommercialisent une partie en bloc de leurs opérations? Oui, enfin ils le font aussi au détail, mais ce que je veux dire, c'est que dans une opération d'aménagement, il va y avoir peut-être plusieurs immeubles de logement prévus, et donc parmi ces immeubles de logement, ils vont en sélectionner 1, 2, 3 qu'ils vont vendre en bloc. Ils vont gérer leur stock de cette façon-là pour pouvoir alléger leurs finances et le portage des opérations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater. Nous-mêmes avons acheté pour le compte d'institutionnels, excusez-moi, ces 2 dernières années, et y compris maintenant, quelques immeubles de logement bloc à construire, et il va y avoir, je pense, ce phénomène va s'accélérer. D'accord. Sébastien, sur les ventes en bloc promoteurs, beaucoup d'organismes HLM achètent aussi en bloc. C'est une grande partie du moteur est aussi alimentée par les HLM. Depuis toujours, et c'est aussi une des spécificités françaises, d'avoir une partie de l'offre publique qui porte le logement. On l'a vu avec l'offre de la Caisse des dépôts et Houdini pendant le confinement, le premier confinement, sur leur achat massif auprès de promoteurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir surtout qu'on est dans un marché où, sur l'offre privée, on raisonne toujours sur la vente en bloc d'investisseurs, de promoteurs. Ne serait-ce que le terme n'existe pas quand on voit des exemples étrangers, où on parle plutôt de build to rent, de multifamily, vraiment cette notion propre de résidentiel locatif, d'investissement dédié à une classe d'actifs. Et c'est cette notion-là, en fait, qui n'existe toujours pas, parce que c'est quelque chose qui a été complètement déserté, qui commence à arriver. Et c'est une autre logique. Bon, c'est pas je pense pas que ce soit une notion de pré-commercialisation pour les promoteurs, mais plutôt une autre voie de développement de leur propre développement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de l'accession, ils pourront avoir du Pinel, de la vente aux opérateurs du logement social, mais aussi de la vente aux investisseurs institutionnels pour du logement locatif, qui est un autre produit complètement différent dans sa conception. La typologie n'est pas la même, les prestations ne sont pas la même, on est dans une pérennité de l'investissement. Et je voudrais qu'on fasse un petit zoom sur le logement intermédiaire avec vous, Benoît Paru. Les objectifs et la stratégie d'Inly aujourd'hui, dans ce contexte, pour développer peut-être un mot l'offre de en préalable pour rebondir. Ce sont les collectivités locales qui ont la main sur le volume de production de logements. Ensuite, une fois que vous avez défini ce volume de production, vous avez différents types de classes d'actifs, différents types de logements qui peuvent composer effectivement cette production. Soyons plus concrets. Quand une collectivité locale va faire une opération de 100 logements, vous allez avoir 25-30% de social, soit acheté en bloc, soit acheté en maîtrise d'ouvrage direct, où le bailleur social achètera le terrain. Ça, c'est grosso modo 50-50. Les bailleurs sociaux produisent eux-mêmes 50% des logements et achètent en bloc 50% des logements auprès des promoteurs. Vous allez avoir de l'accession à la propriété,
j'achète pour habiter. Vous allez avoir de l'investisseur individuel type Pinel et de l'investisseur collectif type la Française ou nous. Bon. Là où il peut y avoir effectivement une modification du marché, c'est que pendant une trentaine d'années, la partie investisseur institutionnel n'existait pas. Donc il y avait que 3 acheteurs potentiels. L'accédant, l'investisseur individuel ou le bailleur social. Aujourd'hui, il y en a 4. On peut se poser la question en termes d'allocation de moyens pour l'État, de savoir si le Pinel ou les produits d'investissement locatif individuels ont encore un intérêt. Hier, quand on supprimait le Pinel, vous aviez un vrai problème, des acheteurs en moins, et donc une vraie difficulté pour les promoteurs et donc pour le BTP à produire et à construire les logements. Donc vous génériez une difficulté pour l'emploi, une difficulté pour le secteur économique et une difficulté pour l'État. Parce que quand vous supprimiez un équivalent PIMEL, vous perdiez 50 000 logements et donc vous perdiez la TVA qui va avec. Bon. Aujourd'hui, vous avez le retour des institutionnels qui peuvent se substituer aux acheteurs particuliers. Or, l'achat institutionnel est moins coûteux pour l'État. Parce qu'il n'est pas aidé. Nous, on est un peu aidés, mais moins que ne l'est le PINEL. Quand je dis nous, c'est quand on fait du logement intermédiaire. Je vais préciser ça parce que c'est là où il peut y avoir effectivement une autre évolution dans les années qui viennent, c'est-à-dire peut-être un peu moins d'investisseurs particuliers et un peu plus d'investisseurs institutionnels, et donc une bascule de logement d'un côté vers l'autre, et donc la bulle de vente versus l'achat en bloc. On n'a pas besoin de 4 moteurs, 3 ça suffit. 3 moteurs sont a priori suffisants. Et, donc si je suis votre raisonnement, on n'a plus besoin de Pinel. En tout cas, on a eu besoin de l'investissement locatif, Pinel ou autre, depuis 40 ans. Parce qu'il fallait, en gros, doper le marché de par le départ des investisseurs institutionnels que j'évoquais tout à l'heure. Leur retour peut offrir une substitution. Et dès lors qu'on va continuer à produire peu ou prou 400 000 logements par an, si vous avez un 4e acteur qui arrive et qu'on ne passe pas à 500 000, vous aurez mécaniquement un impact prix. Or, comme le Pinel, là encore, peut aujourd'hui être supprimé parce qu'il y a une substitution possible par d'autres acheteurs, il y a un jeu de vase communicant qui est possible, qui coûtera moins cher à l'État. Ce qui n'était pas possible hier est probablement possible demain. Il faut prévenir les promoteurs quand même. Il faut pas les. C'est pas un souci pour les promoteurs. Majeur. C'est pas le promoteur, ce qui l'intéresse, c'est de produire et de vendre. Qui vendent à un particulier ou en bloc, c'est peu ou prou pareil. Je dis peu ou prou pareil, pourquoi ? Quand nous achetons, nous, en bloc, des logements, cette année, on finira l'année probablement autour de 5 000 logements achetés sur l'Île-de-France. Enfin, on en fabrique 20%, on en achète 80% aux promoteurs. On va finir l'année autour de 5 000 logements. Et nos objectifs, c'est de monter autour de 8 000 logements en Île-de-France par an, achetés soit des promoteurs, soit fabriqués nous-mêmes en maîtrise d'ouvrage directe. Quand on achète ces logements, pour le promoteur, on va l'acheter 10% de moins, grosso modo en moyenne, en bloc, que le prix de vente public. Pour le promoteur, la marge est à peu près la même. Parce qu'il n'y a pas de bulle de vente à faire, pas de frais de commercialisation, pas de pub, pas d'équipe de commercialisation. Donc peu ou prou, pas de portage, etc., etc. Donc peu ou prou, il s'y retrouve. Donc ça ne changera pas grand-chose pour le promoteur. Peut-être un petit point de marge, mais c'est pas considérable. Et c'est probablement le modèle qui va arriver demain. C'est-à-dire que le modèle qui va arriver demain, on sent cette tendance depuis quelques mois, ça va être des contractualisations beaucoup plus fortes entre des acheteurs en bloc et des promoteurs, non pas pour acheter un immeuble qui sera construit au 18 bis avenue Jean Jaurès avec 120 logements à acheter, mais plutôt sur un contrat passé, je vais t'en acheter 1000 par an pendant 4 ans, on va ensemble faire une foncière avec un promoteur. Donc en gros, on voit que l'arrivée massive d'acheteurs en bloc va profondément changer les structures de vente. Ça, c'est des types de partenariats que la Française peut imaginer pour le compte soit de SCPI, soit d'OPCI, enfin pour le compte institutionnel. Pour le compte institutionnel, certainement, oui. Oui. Certains l'ont fait, on l'a vu, certains l'ont fait, effectivement, assurer un backlog auprès d'un promoteur, c'est-à-dire un volume prévu d'avance, c'est confortable pour le promoteur, je pense, pour les raisons qui étaient évoquées à l'instant, pour le pilotage de sa propre trésorerie, de son activité, côté promoteur, et côté investisseur, c'est pas tellement dans le prix, effectivement, je pense que c'est pas le sujet, mais c'est plutôt de s'assurer un volume qui correspondra à la demande de nos investisseurs institutionnels qui existe et qui est forte. Parce que un investisseur institutionnel qui va non pas, enfin, quand on compare les volumes traités individu par individu, appartement par appartement, quand tout d'un coup une partie de ce stock avec 3 ou 4 moteurs se met à acheter des immeubles blocs, voire
des quotas de logements par milliers. C'est plus simple à gérer. À partir du moment où l'offre est elle-même contenue, ça va bien remplir le marché, quoi. D'accord, donc on peut imaginer demain des JV ou des foncières entre... Ah oui, c'est pas des suppositions. Non, c'est même pas, on peut l'imaginer, on y est déjà. Bien sûr, on y est déjà. Si on parle de CPRE, on est déjà dans ce type de transactions qui sont en cours, avec des réalisations à très court terme. Il n'y a pas de foncière logement. Côté, non, mais côté, en bourse. Donc, En bourse. Il y a eu une tentative en 2006. Bien sûr qu'il y a eu des tentatives. Gessina Gessina revient. Des foncières privées type Gessina, il n'y en a pas des masses, effectivement, parce qu'il y a peu de produits aujourd'hui, mais il y en a quelques-unes. Et des foncières parapubliques, il y en a quelques-unes qui interviennent sur le secteur pur privé. C'est notre cas, par exemple. Quand je dis parapublic, dans le sens où on a une finalité d'intérêt général, mais un mode opératoire. Oui, vous avez créé une foncière avec AXA. En fait, nous, on est une filiale d'Action Logement, mais on est la seule filiale privée, entre guillemets, d'Action Logement. Privée dans le sens où on est une foncière classique qui se finance sur les marchés financiers en lançant des obligations comme n'importe quelle foncière. Donc, on est une foncière classique. Et effectivement, nous avons, dans le cadre de notre stratégie de développement, pris 6 000 logements de notre stock de logements, plus 4 009 qu'on n'avait pas encore payés. On les a mis dans une foncière, on a gardé 25% du capital, on a cédé 75% du capital à AXA. Closing fait dans les semaines qui viennent. Signature ça a été faite en juillet dernier. Mais surtout, on s'est mis ensemble pour se développer, avec un objectif d'investir pour acheter 15 000 logements dans les 10 ans qui viennent, 1 500 logements par an, et donc un investissement potentiel à 4 milliards d'euros que l'on réalisera ensemble, nous à 25, à 75%. Mais là encore, ce modèle-là est un modèle différent, parce que ce modèle, c'est le modèle d'acheteur. Le problème qu'on évoquait à l'instant, c'est le problème d'avoir des produits à acheter. Et donc l'enjeu demain, probablement, c'est effectivement des contractualisations entre ce type de foncière et des promoteurs pour sécuriser un approvisionnement. Nous sommes sur un marché, le marché du logement, où le patron, entre guillemets, c'est pas l'acheteur. C'est pas l'acheteur qui décide, c'est le vendeur. Et le vendeur, c'est de fait la collectivité locale et le promoteur. D'accord, donc le vendeur fait le prix aussi. A priori, oui. En l'occurrence, offre-demande, assez classique de ce point de vue-là. C'est bien. Ce type de partenariat que vous avez fait avec AXA a vocation à se multiplier ou au contraire, il faut plutôt... Écoutez, nous, on en a fait un deuxième avec Primomial et ProBTP sur une plus petite foncière. Donc, on a ces deux foncières. Aujourd'hui, la perception que nous avons, peut-être à tort, c'est que notre problème, nous, foncière, métier un peu particulier, parce qu'on est une foncière, mais en même temps on produit nous-mêmes des logements, donc c'est un peu particulier, mais notre métier, en gros, de foncière, aujourd'hui, je l'ai évoqué, on l'a tous évoqué, notre problème principal, c'est pas de trouver de l'argent pour investir. Notre problème principal, c'est de trouver des logements. C'est bien pour ça que tout à l'heure, quand on était avant la caméra, on se disait que le plan de relance par le gouvernement sur le logement n'avait aucun sens. Parce que le problème, c'était pas de rajouter de l'argent dans un secteur, il y en a. Le problème, c'est de rajouter des logements qu'on puisse acheter. Et l'enjeu principal, il est là. Donc le développement de foncières, pourquoi pas ? Il y en a sûrement effectivement qui vont se créer, mais qui vont générer une concurrence, une compétition supplémentaire entre les uns et les autres, parce qu'il y a peu de produits à acheter. Or, l'enjeu, je me répète, c'est d'abord un enjeu de production. Donc il faut des permis. Donc il faut effectivement du permis de construire. Donc je pousse la question suivante. Est-ce que finalement c'est encore à l'élu local de délivrer le permis ? Car jusqu'à présent, ceux qui se sont fait élire ne sont pas forcément ceux qui ont été les plus grands bâtisseurs. On peut fantasmer sur le sujet en disant qu'on va retirer le permis de construire à l'élu local. Bonne chance. Le gouvernement qui lancera cette idée-là. Bonne chance. Bonne chance devant les maires. Oui. Et bonne chance devant le Conseil constitutionnel. Parce que je ne suis pas sûr que retirer ce type de pouvoir aux maires soit en plus accepté. Alors comment on les emmène dans l'aventure ? Comment on les emmène dans parce que c'est un défi commun. Il faut répondre à la demande. Cette crise du logement, elle existe depuis en France, demi-siècle. Tout le monde considère que la matière logement est une matière complexe. C'est finalement une matière très simple. Parce qu'elle dépend d'une seule chose, d'un seul facteur sur les 30 ans qui viennent. En fait, à très long terme, avec un seul facteur qui joue sur le secteur du logement, c'est la démographie. J'ai plus d'habitants, il me faut plus de mètres carrés. J'ai moins d'habitants, il me faut moins de mètres carrés. Vous regardez
l'Allemagne et la France, c'est une caricature. J'ai pas de tension, peu de tension en Allemagne et c'est un marché de locataires parce que il y a une baisse démographique. Nous, c'est l'inverse, on a une montée démographique, donc on a besoin de plus de logements. Premier élément. Deuxième élément, on a un deuxième enjeu tout aussi essentiel. C'est l'enjeu climatique. Or, l'ami du changement climatique, et donc l'ennemi du non-réchauffement climatique, c'est l'étalement urbain, qui génère 42% des émissions de gaz à effet de serre sur le plan mondial. Si vous n'avez pas du logement qui se construit à plat, pour éviter l'étalement urbain, il faut bien construire en hauteur, en densité. Et donc, il faut pousser à la densification. Or, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse que sont en train de faire les collectivités locales, qui est de dire, sur mon territoire, je veux baisser la densité. Or, la ville doit rester la ville. Et tous les débats que nous avons aujourd'hui, en entendant les villes, notamment dans le Grand Paris, plus d'espaces verts, de l'agriculture urbaine, de je sais pas quoi, je dis pas que la ville fera rêver demain parce qu'elle sera plus dense, mais dans les enjeux planétaires que nous devrons traiter, une augmentation démographique pour ce qui concerne la France et le changement climatique, nous n'avons pas d'autre choix que de rendre la ville plus dense qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sinon, on fera deux catastrophes, du mal logement d'un côté, et on accélérera malheureusement le risque climatique que nous avons à traiter. Comment on peut le faire ? Parce que c'est évidemment ça le débat une fois qu'on a fait le constat. Aujourd'hui, il se trouve que ce sont les collectivités locales qui définissent la constructibilité d'un territoire via un document d'urbanisme qui s'appelle le plan local d'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme prévoit la constructibilité. Sur telle parcelle, vous avez le droit de faire 2000, 5000, 10 000 m². Or, l'enjeu aujourd'hui, c'est quelque part de rendre opposable ce texte élaboré par la collectivité locale à la même collectivité locale qui l'a élaboré via le permis de construire. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un PLU qui va dire on a le droit de faire 10 000 m² sur telle parcelle, et le maire va nous dire on fait 5. Et donc, je vais te donner un PC à 5. La question, c'est pas le permis de construire. La question, me semble-t-il, c'est le document d'urbanisme qu'il faut rendre opposable à celui qui l'a écrit. Avec le risque que le PLU demain passe de 10 à 5. Non, parce qu'il y a un contrôle sur le PLU de l'État qui peut, là, assurer son rôle de régulateur. Le PLU ne peut pas être validé sans l'accord de l'État. À l'État d'assurer, me semble-t-il, deux choses. Un, éviter l'étalement urbain, éviter l'artificialisation des sols. C'est une priorité pour l'État, et que l'État assure la constructibilité en s'opposant à des PLU malthusiens qui pourraient effectivement venir dans ce cadre-là, en ayant ensuite effectivement un PC qui doit respecter la constructibilité du PLU. Et là, vous aurez une chaîne qui sera beaucoup plus sincère, beaucoup plus intelligente, et qui permettra probablement de produire les logements dont on a besoin. Votre regard là sur cette réflexion ? Peut-être, non, je réagissais peut-être je me faisais le parallèle avec la question, c'est où est l'offre ? Et une des réponses, peut-être, si on reste positif, dans les mois qui arrivent, je pense que ça peut aller vite, c'est la transformation du parc bureau en logement. Oui, évidemment. Parce qu'il faut savoir qu'on critique souvent notre gouvernement, mais les choses sont bien faites. Ils ont quand même pensé, depuis maintenant quelques temps, à cette idée de transformation du parc. La loi Elan a été faite pour ça, notamment. Il y a des outils qui sont faits pour transformer un immeuble tertiaire vide, fatigué, en logement, ou en autre chose que du bureau. C'est un outil qui est peu utilisé aujourd'hui, peu appliqué par les collectivités, mais qui va le venir certainement dans les mois qui arrivent, parce qu'on a un peu plus de vacances que par le passé, malheureusement, parce qu'on a un peu plus de passoires thermiques. Donc là, on va aussi dans cet accompagnement d'un parc fatigué à quelque chose de plus vertueux d'un point de vue environnemental. Et puis ça fait source aussi pour la collectivité d'injecter un peu plus de mixité. C'est pas plus cher pour l'investisseur de transformer du bureau en logement ? À un moment donné où de toute façon il n'y a pas d'utilité sur un immeuble tertiaire et qu'on a une vraie demande sur du logement, je pense que les bilans s'équilibrent à un moment donné. Et Elan propose aussi justement d'assouplir les bilans avec moins de permis, moins de parking, un peu plus de densité. Philippe. Le sujet de la transformation, pour éviter l'étalement urbain, effectivement, une des solutions, c'est la transformation d'actifs existants en logement, donc que ce soit du bureau, que ce soit du commerce.
Les équilibres financiers, pour l'instant, n'ont pas été vraiment trouvés. Les exemples, on les montre, mais les volumes ne sont pas là. Effectivement, peut-être va-t-on voir des changements à l'aune de cette crise Covid, qui va peut-être rebattre les cartes sur les valeurs de certains immeubles de bureaux, qui pourraient peut-être amener à traiter ce problème-là. Mais je pense qu'il faut attraper le problème par plein de bouts. Puisqu'on a un problème d'offre, il y a effectivement la transformation d'autres affectations en logement, il y a les surélévations d'immeubles, ça c'est fait. Moi je suis parfaitement d'accord avec le sujet de la densité en métropole, ça doit être parfaitement assumé. Après, il y a les autres formes de logement, parce qu'il n'y a pas que du logement classique, il y a des logements étudiants, il y a du co-living, il y a des logements pour les résidences seniors. Donc il y a un certain nombre de produits qui font que le logement est pas le simple logement locatif qu'on peut imaginer dans une première vue. Et je pense que c'est une façon aussi de répondre à l'offre par des produits différenciés. Le résidentiel géré notamment est très regardé par les investisseurs. Finalement, c'est pas le meilleur des deux mondes, avoir du résidentiel avec un bail commercial. Il y a la souplesse du bail commercial avec la solidité du résidentiel. Alors, je pense, dans le passé, on a vu les limites de l'exercice quand on avait des propriétés qui avaient été construites, qui, au bout de la période du fameux bail commercial, on se retrouvait, notamment quand ça avait été vendu par appartement, oui. On s'est retrouvé avec des copropriétés en déshérence, avec des travaux monstrueux à faire que les gens ne pouvaient pas assumer. Donc je pense qu'on peut tirer les leçons du passé. En ce qui concerne la Française, pour nos clients institutionnels, nous achetons des résidences seniors, blocs. Donc le problème de la déliquescence des produits n'existe pas. Il y aura toujours un locataire en face. Et si un jour il n'y a plus de locataire en face, on le prendra nous-mêmes. Donc oui, je pense que vu comme ça, et notamment donc la conservation de la propriété complète, je pense qu'il y a un avenir sur ces produits-là. Ça répond à une vraie demande. Elle existe. Hein. Je ne parle même pas des EHPAD, je parle des résidences seniors, résidences gérées seniors, résidences services seniors, pardon. Donc oui, c'est un exemple, mais oui, c'est un produit qui est tout à fait demandé. Nous, on en a une quinzaine, soit existantes, soit en construction. Ça représente déjà quelques centaines de millions d'euros, et avec des rendements tout à fait intéressants, et qui répondent en fait à une vraie problématique sociétale. Un dernier mot, Sébastien, on peut espérer demain, après-demain, je ne sais pas quand, que le résidentiel finalement représente un quart des investissements des institutionnels et plus quelques pourcentages. Nous en sommes convaincus. C'est un secteur qui a été complètement oublié des investisseurs pendant plus d'une trentaine d'années. Donc il n'y a plus d'industrie finalement du logement long terme. À un moment donné où, par une croisée des chemins entre de la métropolisation où l'immobilier est de plus en plus cher et inaccessible pour les individus, à un moment donné où les individus sont de plus en plus mobiles et ont envie, pas forcément d'être 30 ans au même endroit, ont besoin de plus de services, plus de standing, il y a une vraie appétence pour ce nouveau type de produit qui n'existe pas encore. Et l'argent est là, donc c'est vraiment, encore une fois, cette adéquation entre l'offre et la demande qui va être la réponse, mais on croit vraiment fortement à cette forte augmentation de l'investissement résidentiel à court terme. Bon, INLI, la production pour cette année, pour 2021, les années futures, les objectifs. On a des objectifs de produire 80 000 logements sur 10 ans. Donc grosso modo, 8 000 logements par an, exclusivement en Ile-de-France pour ce qui nous concerne. Quand on a fusionné 4 boîtes pour créer INLI, on faisait 1000 logements par an. On est passé en 2018 à 5000. J'espère qu'on va arriver à monter à effectivement autour de 8 sous 2-3 ans pour essayer de massifier ces productions-là en diversifiant les produits. La Française a commencé à imaginer des dispositifs, notamment d'accession, que moi je qualifie d'intermédiaire, mais peu importe. On est en train d'inventer toute une série de produits aussi en la matière sans aide publique, bien évidemment. On a des capacités de production qui vont se dupliquer dans les années qui viennent, se multiplier dans les années qui viennent. Probablement la transformation de bureau en logement, même si aujourd'hui en termes de bilan, ça tourne pas, parce que le loyer du bureau étant le double du loyer du logement, dans le bilan du propriétaire, on a encore un problème majeur. Mais effectivement, ces flux-là vont monter, d'autres flux vont monter, parce qu'il n'y aura pas de solution miracle. Mais effectivement, nous pourrons réaliser nos objectifs. Là encore, si on a une offre en face. Et cette offre, elle sera multiforme, comme ça a été très justement évoqué. Le bureau, les délaissés, les fonciers délaissés, les fonciers complexes, les densifications, un chiffre.
Inly, aujourd'hui, possède 43 000 logements en Île-de-France. On a scanné tout notre patrimoine. À PLU constant, donc à droit constant, on peut construire sur notre propre patrimoine 7 000 logements. 7 000 logements en surélévation, en utilisation des parkings. J'enfouis le parking et je construis sur la dalle de parking. Bref, on peut... Sans consommer du foncier, quoi. Sans consommer de nouveaux fonciers sur des bâtis déjà existants, déjà artificialisés, en utilisant l'espace vert ou le parking, en reconfigurant l'ensemble d'un patrimoine, on peut, sur une base de 43 000 logements, en produire 7 000 de plus. Donc la capacité de production, le terrain, entre guillemets, il existe. Il est plus compliqué à travailler, il est plus compliqué à mobiliser, il est plus cher à mobiliser, mais c'est possible. Sur les 43 000 logements, il y en a combien qui sont vacants? On est à 2,5. Voilà. Voilà pourquoi les investisseurs s'intéressent peut-être au logement. Merci beaucoup, messieurs, pour avoir échangé pendant cette grosse demi-heure. Je vois la pendule qui tourne sur ce logement. Puis on va se donner rendez-vous les années prochaines pour voir si c'est un petit peu évolué. Merci en tout cas, et puis à très vite pour un nouveau grand débat sur le CIMI. Merci, au revoir.